Nous sommes très heureux d'avoir en fait un modérateur et 3 speakers, c'est-à-dire ils vont avoir de brèves présentations, 7 minutes. C'est difficile de faire quelque chose en 7 minutes, mais je suis très heureuse en fait d'introduire Jennifer Robson, en fait qui est professeure adjointe et directrice en fait du programme d'études supérieures en gestion politique à l'université de Carleton. Je ne vais pas lire en fait les bios parce qu'elles sont disponibles en ligne et vous pouvez avoir leur historique. Et aussi, nous allons avoir Pedro Antunes, qui est l'économiste en chef conférence Board of Canada. Nous allons avoir Dr. Glenda Quinini, économiste principale au CDE, et aussi Dr. Wendy Cooker, Institut de la diversité. C'est la fondatrice. Bonjour. Au niveau des politiques publiques, en fait, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est-à-dire au niveau de l'identification et des opportunités que nous avons face à nous, c'est-à-dire to have probative data in terms of the current situation, but still in terms of the direction that we are taking. Donc, lorsque nous sommes connectés des changements, des programmes, des interventions, nous voyons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour que nos investissements soient meilleurs. Avoir une logique, comprendre est-ce que ça nous dit, comment est-ce que nous pouvons avoir un futur plus sécurisé, je dirais. Pas besoin d'introduction, c'est-à-dire on l'a déjà fait. Pedro Antunes, puis Dr. Cooker et Wendy Santini. Chacun a quelques minutes. Ces conversations, elles sont sur Slido si vous avez des questions. Donc, est-ce que je peux vous inviter, Monsieur Pedro? Merci. Bonjour à tous. I'm so happy to be here again. La dernière fois que j'ai présenté, c'était durant un événement à Montréal et ce que j'ai dit, j'ai pas trop de bonnes nouvelles, mais regardez, j'ai été invitée, donc c'est pas si mal que ça finalement. Je voudrais vous donner les mauvaises nouvelles en premier, c'est-à-dire les situations au niveau laboral au Canada, et puis je vais introduire un petit peu de quelle façon les économistes potentiellement avoir essentiellement GPT, c'est-à-dire nos revenus, notre productivité. Je vais commencer avec ceci, puis il y aura d'autres conférenciers et ils vont aller peut-être un petit peu plus loin par rapport aux indicateurs de performance, ce qui est important au niveau de la productivité. Donc, les gens et leur potentiel, c'est génial ce titre. Si vous êtes préoccupé par rapport au commerce, en fait, internationalement, que ce soit les États-Unis, la Chine, je vais vous faire plaisir. Trump a dit hier qu'il est très ami avec le président en fait de la Chine. C'est juste de temps en temps, il faut le tester un petit peu, c'est tout. Mais en fait, nous sommes très préoccupés au niveau en fait de comment dire la différence entre le dollar canadien et le dollar américain et en fait de la demande 80% la Chine et aussi 60% de l'économie, je dirais, au niveau de la Chine. Donc, c'est vraiment des situations, en fait, très compétitives et aussi, je dirais que cela va avoir un impact, en fait, sur l'économie canadienne, sans oublier de mentionner l'impact, en fait, sur les différents tarifs au niveau de la production, productivité. Nous l'avons déjà vu. Puis, au-delà de ça, l'impact, en fait, sur la confiance. La confiance, ça affecte les affaires, les usagers, les clients au niveau des investissements, les commerces, en fait, ils sont vraiment pris au niveau des investissements et en fait, ils ont les mains liées, même au niveau de l'emploi.
Donc, au niveau, en fait, le quart, nous le voyons dans le second, c'est-à-dire dans les chiffres, c'est-à-dire un déclin au niveau de 1,6% de déclin de la productivité et aussi au niveau des raisons, ce que nous voyons au niveau des impacts et au niveau de la guerre, du commerce et l'exportation par rapport à ce que l'on peut voir au niveau de la première partie de l'année, nous voyons en fait que l'exportation aux États-Unis, 6-7% en dessous de la normale. Donc, ça va prendre vraiment... c'est ce qui se passe en fait qu'on va voir dans le deuxième, dans le troisième cette année. Nous espérons que nous allons voir en fait quelque chose, une amélioration, je dirais, par le quatrième, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais en fait, c'est un espoir. Nous espérons qu'il va y avoir une certaine stabilité et que nous allons pouvoir avoir un accord au niveau des tarifs avec les États-Unis. Au Canada, c'est la moitié de notre croissance souhaitée. Ce pattern trimestriel avec une croissance pour la prochaine année. Donc, les années sont très faibles, la croissance est faible. On peut voir l'emploi ici qui est pratiquement pas de croissance de l'emploi, ce qu'on prévoit pour les 2 prochaines années. C'est le côté de la demande ici, avec qu'est-ce qui se passe avec l'offre. On en a parlé un peu, l'histoire de l'immigration. On peut voir en bleu, bleu pâle, c'est les réfugiés, les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires. Les 3 dernières années, il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont venues dans le pays dans les 3 dernières années. Et on regarde à réduire ces chiffres. La barre est en bas de 0 ici. Ça veut dire que selon le gouvernement fédéral, 950 000 personnes qui sont dans 3 années, selon nos prévisions. Ce que ça veut dire, une population neutre, une croissance de la population neutre, donc il n'y aura pas de croissance, même une décroissance. On parle aussi de retraite ce matin. Donc, si je peux dire rapidement, ici, l'offre et la demande, il y a un marché du travail qui est en train de se resserrer. On peut voir le taux de chômage qui est à 7,3%, 7,1% en ce moment. On s'attend à ce que ça, étant donné le déclin sur l'offre, est plus grande que l'emploi stable. Et rapidement, sur le taux de chômage pour les jeunes, on n'a pas vu un grand déclin, étant donné, malgré pour les 15 à 19 ans, parfois c'est de 15 à 24, mais c'est à peu près basé sur ce groupe jeune. C'est là où on voit de grands taux de chômage pour ces jeunes. Pour moi, ça ne veut pas dire ça peut dire qu'il y a une faible économie, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment un problème de force perturbatrice sur l'économie. Donc, l'émergence de productivité, on l'entend parler de notre Banque du Canada, de notre gouverneur, donc il nous en parle beaucoup. Les économistes vont faire un cadre de travail de productivité ici. Si on regarde toute l'économie, si nous étions une entreprise, il y a 3 choses qui vont mener des résultats dans cette firme. Donc, la quantité de capital, la quantité et la qualité de travail et l'efficacité avec laquelle ce capital et ce travail est utilisé. Donc, on parle d'innovation, on parle d'IA, on parle de pratiques managériales, tous ces éléments. Et l'aspect capital, c'est ce sur quoi on était un peu en retard. On en parlait avec l'effort de M. Carney pour avoir plus d'investissements privés pour augmenter notre capital au pays et finalement la qualité du travail. Simplement passer notre lauréat du Nobel, donc Peter Lowitt, vous avez peut-être entendu parler de lui. Sa thèse était sur la
créativité destructrice. Ce que ça veut dire que dans une économie où nous le voyons, c'est pas comme une marée qui lève toutes les industries du même coup. Donc, la croissance économique est menée par des forces dans certains secteurs et des faiblesses dans d'autres. Et c'est cette idée, donc, de créativité destructrice. Une croissance destructrice. Mais les politiques dont nous avons besoin pour s'adapter à cela sont à propos du capital humain. Donc, reformer, rajouter des compétences à nos forces de travail. On voit des investissements majeurs en ce moment dans l'IA. Il y a des milliards de dollars dans les centres de données, des milliards dans les investissements pour l'électricité et tout ça. Évidemment, ça aura des répercussions dans tous les autres secteurs du travail. La restriction créatrice est en cours et on peut voir dans le secteur innovation, sur le secteur de l'efficacité. Je crois qu'on entendra parler un peu plus dans les autres panélistes et je vais laisser la parole maintenant au prochain. Merci. Alors, si mes notes sont correctes, je crois qu'on parle du miracle de technologie. Nous aurons Dr. Glenda Quintini qui nous joint de l'OCDE virtuellement. Oui. Oui, je suis là. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, nous vous entendons bien. Alors, merci. Merci pour l'invitation. Je m'entends moi-même. J'espère que c'est mieux pour vous. Je vais essayer de mettre la présentation. Très bien. Très bien. Merci de m'avoir invité. On m'a dit 5 minutes, alors j'espère avoir 2 minutes de plus. Je vais débuter un bon moment, parce que c'est là où le dernier conférencier a terminé à propos de la productivité par heure travaillée. Il a dit beaucoup de choses importantes. Mais peut-être qu'il n'a pas comparé le Canada à l'international avec d'autres pays de l'OCDE. Vous pouvez voir la productivité par heure travaillée au Canada est proche de la moyenne de l'OCDE, mais c'est quand même loin des meilleurs pays, donc à la gauche. Ça veut dire qu'il y a un ralentissement sur la croissance de la productivité. Mais nous avons quand même une baisse qui est dans les autres pays, mais c'était plus gros au Canada, plus élevé au Canada. Donc sa position est en baisse. Et comme le dernier conférencier l'a dit, avoir des travailleurs formés et spécialisés est important pour s'adapter aux nouvelles technologies, à l'innovation, pour avoir de meilleurs processus. Malgré le fait que le Canada à une force de travail bien qualifiée, ça ne s'est pas traduit en de gains de productivité. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines diapos, c'est que si on se compare internationalement, c'est à propos des difficultés au Canada à traduire les compétences dans les gens sur le marché du travail. Même si le Canada a une force de travail bien formée, donc, la plupart ont des formations universitaires par rapport à l'OCDE, mais la participation dans des formations sur toute la vie et donc retourner à l'éducation formelle, mais former aussi. Il y a quand même des problèmes, des écarts et à propos des compétences douces élevées. Il y a des différences aussi entre les âges. Donc, il y a des écarts entre les différents groupes par groupe d'âge. Et aussi, la participation dans l'apprentissage ne s'est pas déplacée beaucoup dans les dernières décennies. C'est commun aux autres pays. Il y a soit une stagnation dans le taux de participation ou la participation a même chuté, mais ce n'est pas le cas au Canada, qui demeure stable. Comme je l'ai dit, il y a un lien entre le niveau de qualification et la
pourquoi les gens au Canada sont aussi bien formés, la force du travail est mieux formée, population dans tous les pays de l'OCDE. On peut voir que ça ne se traduit pas nécessairement dans le travail, les heures travaillées, mais ça le fait que les qualifications ne se traduisent pas nécessairement en différents scores et dans la résolution de problèmes. Pas comme en Suède ou en Hollande ou au Japon. Et ça a aussi ressorti donc les récompenses sur le marché du travail pour le même niveau de compétences pour les mêmes travailleurs. Dans les différents pays de l'OCDE, il y a des salaires plus élevés qu'au Canada. On peut voir aussi la différence, c'est surtout causée sur les habiletés sur le marché du travail à récompenser les plus hautes compétences, les plus hauts niveaux de compétences, alors que les récompenses pour les compétences plus faibles sont assez comparables entre les pays. Il y a aussi un haut niveau de surqualification des travailleurs, donc qui ont des qualifications qui sont plus élevées que les qualifications requises par leur travail. Et ça veut dire qu'il y a une sous-utilisation des travailleurs sur le marché du travail. Je voudrais terminer aussi avec des idées sur le côté qualité, que les données ici nous indiquent que le Canada n'utilise pas toutes ses compétences de sa main-d'œuvre. Je voudrais vous donner quelques idées ici sur les indices de compétences premières, Skills First, et qui mesurent comment est-ce que les pays se concentrent sur les compétences en opposé aux qualifications ou les expériences ou l'expérience d'emploi. Et comment est-ce qu'il pousse cela et le potentiel d'adapter cette approche Skills First, donc d'accroître le pool de talents pour plus de mobilité et résoudre différents problèmes. Et donc, c'est un problème aussi de surqualification dont je vous ai parlé. Et le Canada a un score assez élevé quand on parle dans SIGDALA et les compétences qu'on mesure aussi, Et donc, le programme aussi, on regarde la façon de donner un cadre et les infrastructures qui permettent d'avoir une approche skills first. Et la pression pour le faire est assez élevée. Nous avons aussi l'indice ici qui donne une idée des besoins. On peut voir que le Canada est en bas à droite. Ça veut dire que la pression du marché du travail pour adopter une approche skills first est élevée. Il y a donc beaucoup de choses à gagner en faisant ça, mais le Canada est en retard par rapport aux autres pays qui le font. Je vais m'arrêter ici. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Merci. Non, nous avons Wendy Zucker. Merci. On m'a demandé de parler pendant 7 minutes. C'est comme demander à un cochon de nous voler. Mais maintenant, je vais essayer de vous partager les idées du travail que nous faisons à l'Institut, collaboration avec nos partenaires du Centre des compétences futures. Comme le ministre l'a dit, il n'y a pas de question, les Canadiens s'inquiètent. Et ce qu'on fait nos sondages sur l'emploi qu'on fait au CCF, et c'est clair, je dirais que même si certains secteurs ont plus à risque de perturbation des technologies et des métiers, tous les Canadiens et Canadiennes s'inquiètent à propos de leurs emplois, étant donné l'effet multiplicateur des pertes d'emplois dans certains secteurs qui vont éventuellement avoir un effet sur tout le reste de l'économie. Autre chose, c'est l'utilisation de l'IA. C'est important de comment est-ce que les gens comprennent l'utilisation de l'IA varie de façon dramatique. Les Statistique Canada a fait des entreprises sur les PME. L'utilisation des PME utilisait l'IA dans les opérations, alors que d'autres sondages ont été indiqués plus de 50% et d'autres 30%. Et ça dépend beaucoup comment est-ce qu'on définit l'utilisation de l'IA. Mais ce qu'on remarque, c'est l'utilisation de l'IA avec les employés est en hausse. Et ça croît plus rapidement
Et la plupart des leaders de ces organisations disent qu'ils utilisent l'IA. Ça crée des opportunités énormes et des risques énormes aussi, parce que la moitié des gens qui disent qu'ils utilisent l'IA dans leur milieu de travail n'ont pas de formation, n'ont pas de garde-fou, et on sait que c'est un problème. Et une autre chose intéressante, selon moi, à propos de l'utilisation de l'IA générative, ça permet de faire le pont avec le- l'écart numérique entre les hommes et les femmes. Maintenant, on peut voir des gens qui font du codage, on peut en voir de plus en plus de femmes, et c'est parce que avec- on parlait beaucoup de faire du codage, plus d'informaticiens, plus d'informaticiennes. Ce sont maintenant des emplois qui disparaissent et ce sont plutôt de l'ingénierie de des prompts, donc pour faire l'utilisation de l'IA. On peut voir maintenant un changement des compétences nécessaires, plus pour le sens critique, et donc il faut considérer les effets de tous ces changements et les perturbations sur les différents segments de la population. Une autre chose que je trouve très importante, quand on pense aux données qui ont été présentées par le Conseil des conférences sur les données internationales, c'est considérer les structures de l'économie canadienne. Le Canada est un pays de PME. La plupart des secteurs privés, c'est mené par des PME. Et peut-être 90% en contraste. Aux États-Unis, c'est 50% seulement. Et les grosses compagnies ont beaucoup d'argent à dépenser sur les technologies, les RH et tout ça. Et la productivité, les cas de productivité qu'on peut remarquer sont, étant donné, sont explicables par la structure de notre économie. Et on doit continuer de considérer avec les grandes corporations, ce qu'ils auront besoin sera très différent des PME. Ce que le secteur de la santé est très différent aussi de ce que le secteur des manufacturiers aura besoin. Et si on ne considère pas des hauts données désagrégées, on va manquer le bateau, selon moi. Et ce qu'on a fait avec l'Université Memorial, on a regardé l'adoption de l'IA dans les PME. On a posé différentes questions dans les études. Et ce qu'on peut voir, c'est que plusieurs PME commencent à utiliser l'IA. L'utilisation est très inégale. Principalement, si on a un paradoxe de productivité dans les investissements de technologie, certaines compagnies ont de très bons gains et d'autres sont en train de jeter de l'argent dans un puits. Et si on regarde, ça se finit par s'équilibrer, mais il faut voir comment utiliser les technologies de façon efficace pour mener à des gains de productivité. Création destructrice, comme mon précédent l'a dit. Donc, si on parle le cas des compétences et je dirais que peu importe l'année, ils disent que certains emplois seront plus affectés par l'IA que d'autres. On a besoin de littératie IA pour tout le monde. Ça doit faire partie, peu importe l'emploi que vous occupez, parce que vous allez être vous allez être ciblé par des deepfakes et des menaces de cybersécurité si vous n'avez pas une connaissance de base de littératie IA, vous êtes à risque et vous avez besoin de connaissances plus de prix Nobel, de PhD en apprentissage machine. Mais si on a besoin vraiment, et c'est vrai quand on parle de l'IA ou la transition verte, on a besoin de gens qui comprennent les organisations, les comportements humains, les politiques et les cadres éthiques qui peuvent s'assurer des adoptions efficaces. Parce que sans adoption, il n'y aura pas d'innovation. Et nous avons passé trop de temps, selon moi, à développer des technologies, que ce soit des technologies vertes, technologies IA, peu importe, mais pas assez sur comment utiliser ces technologies pour obtenir des bénéfices pour tous les Canadiens et Canadiennes. Et ça a des implications. C'est important aussi de reconnaître, je crois que les données probantes sont assez nous le montre bien. Quand on voit cet écart entre les niveaux d'éducation et la productivité et l'emploi, évidemment, c'est biaisé à plusieurs niveaux. On peut voir ici
dans le sondage, expérience de différents segments de la population qui vivent de la discrimination dans l'effort de travail. C'est basé sur 40 000 répondants, donc 8 vagues de 5 000, et donc de 5 000 répondants. Et ce qui est surprenant ici, c'est des gens dans les ONG, dans les secteurs du gouvernement, montrent plus de discrimination que dans les secteurs privés. Et c'est quelque chose dont on pourra parler, mais c'est la sous-utilisation des compétences vers les organisations. Et l'autre chose qui est très importante ici, c'est de voir la différence. Les femmes continuent d'expérimenter des obstacles. Parfois, on dit les gens, c'est mort, mais non, ce n'est pas vrai. Mais on peut voir aussi que dans les communautés racialisées, les Noirs vont vivre plus de discrimination. Où est-ce que ça se joue? Ce qui est très important, si on regarde les peuples, les Autochtones, les universités, les diplômés universitaires autochtones ont les mêmes opportunités d'emploi que les allochtones. Ça pourrait vous surprendre, mais les Autochtones ont beaucoup moins de chances de diplômer d'université, ce qui veut dire qu'il faut investir beaucoup en amont. C'est différent pour les Noirs. Et on a comblé l'écart entre les Noirs et non-Noirs dans les diplômés en diplomation universitaire, mais les Noirs ont peu de chances d'être embauchés. C'est pour des emplois au-delà de diplôme universitaire. Des gens qui ont des handicaps, qui ont diplômé universitaire, ont de moins bons résultats que les gens qui ont quitté les écoles secondaires. Et c'est à propos de régler ces obstacles au monde de l'emploi et l'éducation. L'une des choses les plus honteuses, c'est qu'au Canada, en moyenne, les immigrants gagnent 50% du salaire d'un Canadien après 5 ans dans le pays. Donc 50%, qu'ils soient des docteurs, des ingénieurs. On a vraiment du chemin à faire et la solution, c'est de voir une approche écosystémique, de comprendre qu'on a besoin de politique, de répondre à ces enjeux géopolitiques, ces tendances. On doit gérer avec les compétences nécessaires à l'échelle individuelle, mais je voudrais que tout le monde pense à comment est-ce qu'on peut mener plus de changements dans les institutions, que ce soit le postsecondaire, les fournisseurs de services, que ce soit l'employeur, qu'il crée un écosystème plus inclusif. Voilà, merci. Merci, Wendy. Bon, je sais que vous avez les codes QR sur vos tables. Vous pouvez soumettre vos questions sur Slido. Pendant que vous pensez à vos questions, je vais commencer avec quelques-unes des miennes que j'ai préparées. Alors, nos 3 conférenciers ont parlé de l'enjeu de la productivité. Ça semble être le mot du jour. Commencer avec vous, Pedro, et vous et Wendy. Comment est-ce que nous pouvons faire du sens sur le fait que d'un côté, nous avons des hauts taux de participation d'apprentissage adulte et de hauts niveaux d'éducation et une faible productivité? Je dirais que plus de capital humain serait meilleur. Qu'est-ce qui se passe, hein, que je ne comprends pas les chiffres? Un seul élément. Donc, le capital humain a été un contributeur constant à la productivité. C'était mon dernier graphique qui montrait cette... donc, 0,3% d'augmentation par année. Donc, le PIB ou le output et donc les résultats aussi du travail qui sont en lien avec le profit. Donc, c'est ce qui mène notre prospérité, les revenus du gouvernement, offrir de plus de services publics et tout ça est en lien à cette mesure très importante. Une autre chose là où on bat un peu de la patte, c'est du côté capital. Et c'est comme ça que je parlais avec Karen Rogers. Elle disait qu'elle était à Halifax à l'époque. Ils ont eu une grosse tempête de neige là-bas. Et si on a une souffleuse comparée à une pelle, vous allez avoir beaucoup plus fait par l'heure. Donc, le côté capital,
c'est quelque chose qu'on doit gérer. Mais là, donc, je crois qu'on doit aller plus en profondeur sur cette mesure. Donc, l'efficacité s'améliore au Canada et ça s'améliore dans les dernières années. Et je crois qu'il y a quelque chose à attribuer aux technologies, à l'IA. Il y a de l'espoir dans cela. Glenda, une perspective internationale, s'il vous plaît. Je crois que j'ai essayé d'en parler dans la présentation. Ce que je dirais, c'est que les qualifications ne se traduisent pas nécessairement en compétences et ne se transforment pas automatiquement dans une bonne utilisation des compétences. Je crois que ça a été déjà dit avant moi, mais le but de ce sondage, c'est de précisément de démêler, d'avoir les compétences et d'acquérir des compétences. Et je crois que c'est deux choses différentes. Il y a une variation des choses qui peuvent être ceux qui possèdent et s'ils ont les mêmes qualifications. On peut voir à l'international, les gens qui n'ont pas des aussi niveaux de qualification qu'au Canada, ils peuvent avoir des approches et ils essaient de gérer différents enjeux dont ils ont parlé. Et donc, les biais à l'emploi. Et si on regarde les compétences que les gens ont, qu'ils viennent d'un monde de qualification, d'expérience de travail ou qu'ils viennent d'une formation qu'ils ont reçue, on ouvre à des groupes qu'on n'embauche pas nécessairement dans une recherche d'emploi. Donc, c'est important pour la traduction de compétences à l'utilisation sur les marchés du travail. Merci Wendy, je crois que c'est à vous la parole. Donc, la définition des compétences est difficile à bien faire. Parfois, sur les langues officielles, on sait que ça ne se traduit pas nécessairement en des emplois, même si ça se traduit à des potentiels de revenus. Peut-être on ne mesure pas les bonnes choses ou des gens qui font face à des préjugés. Donc, les compétences aussi de l'IA, on peut faire des sondages. On a besoin de plus de compétences numériques quand on recherche un peu plus. Ce qui était vraiment recherché, ça fait quelques années déjà, mais les entreprises disaient qu'ils voulaient plus de compétences numériques, mais seulement 10% voulaient vraiment des compétences profondes comme la programmation. Mais 15% voulaient une utilisation de plateformes qui pourraient utiliser plus ou moins de compétences d'informaticien. La plupart, c'était pour Microsoft Office, l'utilisation de Microsoft Office. Alors, on a vraiment un problème à définir ces compétences. Donc, les diplômés universitaires demandent les gens qui ont des compétences de communication, si on demande aux employeurs, ils vont dire 70% disent qu'ils n'en ont pas parce qu'ils parlent de choses différentes à propos des communications. C'est très important de bien définir ce qu'on entend par ces différentes. Donc, on mélange un peu les compétences et ce qui est acquis à l'université. Dans la même veine, ce qui est sorti avec le Slido, une question ici, est-ce que les Canadiens sont trop employés sont trop formés pour les emplois disponibles sur le marché? Et je dirais non, parce que je crois, malgré tous les sondages récents, et pas pour être en désaccord, mais il y a 54% des Canadiens qui diraient à un jeune de faire un métier, seulement 26% diraient d'aller faire une formation universitaire. Ce qui est assez inquiétant parce que je crois beaucoup à bâtir des compétences et des résiliences et des connaissances critiques plutôt que simplement se concentrer à court terme sur des enjeux spécialisés. Parce que selon ma propre expérience, ces nécessités peuvent changer dramatiquement. Je ne dirais pas que nous sommes trop éduqués, mais je dirais que nous n'avons pas assez utilisé les talents. On a parlé de création destructrice. On doit vraiment centrer les compétences sur l'entrepreneuriat. Si les gens veulent lancer une entreprise, s'ils veulent amener plus de changements dans les universités ou bâtir un nouveau système de santé. Merci, Pedro. Et
Après vous, Glenda. Bon, rapidement, je dirais le côté de l'immigration, il y a un enjeu à propos de reconnaître les formations. Et je dirais encore une fois, ça continue d'être un défi. On a encore des gens qui ont des hauts niveaux d'éducation, mais qui ne sont pas nécessairement travailleront pas nécessairement dans leur secteur. Bon, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ne tombons pas dans l'idée que ça doit être mieux de dire aux gens de ne pas aller à l'université et la demande n'est pas fixe, donc ça peut évoluer. Ça va accroître la demande pour les gens qui sont... Donc, le niveau de surqualification varie aussi dans le monde du travail. Qualifications ne sont pas abstraites aussi. Il y a des qualifications dans un secteur bien spécial, mais les surqualifications sont parfois associées à certains secteurs ou d'études. Par exemple, disons, l'orientation du travail devrait être peut-être mieux faite. Les différents secteurs où ils choisissent de travailler. D'un autre côté aussi, pour les employeurs, de bien comprendre que les compétences sont transférables. Par exemple, un diplômé en philosophie ont des compétences valables et utiles dans un secteur qui n'embauche pas nécessairement des philosophes, mais il y a de la rigidité des deux côtés. Peut-être qu'il y a des choix qui ne sont pas nécessairement menés par le marché du travail, la demande du marché du travail. Une rigidité des employeurs aussi à embaucher des jeunes qui ont diplômé d'un secteur dans lequel ce n'est pas commun d'engager. La question en haut de cette liste, en fait, elle me tient à cœur au niveau de l'université. Comment pouvons-nous utiliser pour les supporter, en fait, les capacités pour augmenter, en fait, les capacités universitaires et au niveau du secteur universitaire? Glenda, pourriez-vous débuter là-dessus? Oui. Donc, l'une des composantes au niveau des indicateurs de compétences, ça serait vraiment le système d'éducation et aussi de formation et balancer en fait les compétences et au niveau des programmes et curriculum, en fait, les compréhensions, les capacités, les compétences, en fait, qui parlent et qui nous présentent, en fait, les compétences dont nous avons besoin et au niveau global et différents pays, en fait, il y a des partenaires, des accords, des engagements pour déterminer le contenu de l'éducation et au niveau, en fait, des qualifications. Et aussi au niveau du temps que cela doit prendre, au niveau d'identifier pour s'assurer à ce que le curriculum inclut ce type de compétences au niveau du marché. C'est important pour moi. Oui, au niveau du curriculum, oui, bien sûr, ça me parle personnellement. Wendy? J'ai 10 ans, non, non, je peux pas, en fait, vous pouvez pas vous passer de moi. Au niveau des universités, de l'innovation, de la recherche, ils n'aiment pas le changement et nous avons vraiment besoin de repenser ce que nous faisons. Ceci étant dit, au niveau de la maîtrise, je ne changerai pour rien. Et aussi dans les universités, souvent, ils n'ont pas travaillé dans ce domaine. Donc, nous devons reconnaître que lorsque quelqu'un est dans une faculté anglophone et au niveau de ce que nous pourrions rajouter, c'est ridicule de penser à ce que l'on peut penser qu'ils vont être capables de préparer en fait leurs étudiants et ce que nous devons faire, c'est garder le focus sur les compétences pour arriver au succès et au niveau des universités. Il faudrait même au niveau de la JNI refaire les la base. Et au niveau des écoles professionnelles, ingénieurs, business, soins infirmiers, etc., et les différents chemins vers l'emploi, ce que je vois au niveau des opportunités,
c'est nouveau, innovatif, ce genre d'approche en fait pour les jeunes et leur donner en fait une formation intensive pour ouvrir les portes vers l'emploi. Et au niveau de l'argent que nous pouvons obtenir de l'Ontario, et peut-être on va m'engueuler pendant 30 minutes, mais au niveau des administrateurs seniors, parce que ce que j'impliquais, c'était qu'ils n'avaient pas les compétences pour aller sur le marché de l'emploi. Donc il y a vraiment des difficultés et je dirais que la bonne chose, c'est que nous avons des leaders qui comprennent qu'il y a des choses qui doivent changer et très rapidement si nous voulons survivre. Je crois que je pourrais ajouter quelque chose d'autre. Bien évidemment, c'est-à-dire les programmes universitaires, mais il faut aussi au niveau de la demande, en donnant de l'éducation, de l'information aux étudiants, aux jeunes par rapport aux opportunités, les résultats et qu'ils aient leur propre agenda, le chemin qu'ils veulent suivre. Donc, je crois qu'il y a un biais par rapport à je parlais à une jeune personne et son frère, en fait, était dans un domaine. Il travaille pour les services publics. J'aurais dû y penser 2 fois parce que mon frère en fait beaucoup plus par rapport au rôle qu'il a. Je crois qu'au niveau de l'éducation, nous voyons beaucoup au niveau des données. Je crois que c'est très important. Il n'y a pas assez d'attention par rapport à ça. Une question par rapport, comment dire, ajouter des ingrédients à la tarte ou l'agrandir, du upscale ou du rescale. Pedro, s'il vous plaît. Je crois que les deux sont importants. Je crois qu'il y a des erreurs qui ont été faites par rapport à, comment dire, ce qui a été fait après les années de la pandémie. Et nous devons terminer en fait cette période et recommencer. Je crois qu'on devrait garder le focus sur les compétences dont nous avons besoin pour réduire en fait les écarts et peut-être ce que nous avons besoin au niveau de l'immigration, l'évolution 1% par année, 23, 24. C'est une meilleure situation. Il y a plus d'opportunités en fait pour les commerces et autres. C'est-à-dire garder le focus là-dessus. C'est-à-dire nous devons encourager la compétitivité. C'est très important et d'autres pièces importantes. Innover pour s'assurer à ce que nous adoptions et adaptions. Je crois que c'est très important. Et le potentiel de l'IA au niveau des changements, des difficultés, je crois que ça soit plus inclusif au niveau du marché du travail. Les femmes sont la moitié en fait du marché du travail, au moins 27%, au niveau des ratios 25%, à Toronto la moitié de la population et 25%. L'interprète n'a pas compris, il y a des personnes dont les parents sont nés à l'étranger et dans différentes communautés, l'évolution, nos alliés pour moi. L'équité, la diversité, c'est pas les woke, c'est du marketing 101. La population change, les stratégies doivent aussi changer. Pour faire ceci adéquatement, il faut avoir des données. Je crois que la meilleure chose au niveau du gouvernement antérieur par rapport au travail qui a été fait, qui nous aide à comprendre certains points que j'ai mentionnés, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait au niveau
de l'Institut, je crois, des 7 générations. Si vous désirez vraiment parler de la réconciliation économique des populations autochtones, vous devez reconnaître quels sont les thèmes, quels sont les problèmes en fait au niveau de la gestion fondamentale des problèmes historiques, génocide, racisme et l'impact sur les relations avec les institutions. Ça n'est pas suffisant de supporter les institutions autochtones pour dire que oui, nous les supportons, là où nous supportons la réconciliation, vous devez investir. Et voilà, il n'y a pas 4 chemins. Donc, pour aider les enfants à aller à l'école, nous devons voir que historiquement, il y a eu des inéquités. Et l'idée qu'au niveau de l'intention, de l'équité, et c'est pas de la politique woke. Et par rapport aux États-Unis, c'est fondamental au niveau de l'évolution économique, l'innovation. Les immigrants ont plus de probabilité d'exporter, ils ont de la connaissance de ces marchés que nous tentons en fait de percer. Donc, c'est pas juste d'être gentil, c'est d'être prendre ou réaliser les avantages que nous avons. Il faut changer le discours. Je crois que nous avons eu des tas dans comment dire, les médias, il y a eu des tas de mauvaises choses qui ont été dites. J'adore lorsqu'on parle de woke. Le Canada, c'est pas le seul pays dans le monde qui a de la difficulté au niveau de la pression démographique et le vieillissement, le déclin au niveau du marché du travail, mais gérer aussi la politique de l'immigration. Donc, à l'OCDE, au niveau des pays qui le font avec succès, et au niveau de l'investissement et qu'est-ce que vous voyez? Je crois que retourner à la question 2025 cette année au niveau de cet été, et cela montre que l'interprète ne suit pas. La productivité, ça va être ralenti de façon drastique, et la mobilisation du marché du travail et avoir tous les employés, en fait, nous devons rester plus longtemps mobilisés. C'est pas assez, c'est un argument. Lorsque vous disiez, c'est pas juste d'être gentil, mais parce que nous avons besoin d'eux, c'est pas suffisant. Ils doivent participer, rester plus longtemps, mais aussi un argument. Ça sera pas assez. Il faut avoir plus de compétences, que tous les travailleurs fassent partie des activités, de la productivité, d'être capable de revenir au niveau des GPT. Donc, c'est la première chose. Comme je crois, la plupart ou tous sont dans cette situation. Il n'y en a aucun qui a résolu ce problème. Nous tentons de mobiliser en fait la force de travail, et les personnes ne restent pas, et la réalité des choses, par exemple, les ajustements à faire, les options plus flexibles pour qu'on ait autant les hommes et les femmes puissent rester plus longtemps sur le marché du travail. Il y a des politiques qui vont au-delà des compétences, investissement au niveau des compétences,
et les approches dans les différents pays au niveau de ce qui peut être précis par rapport à la population active dont nous avons besoin et au niveau des modes démographiques. Merci. Je crois que nous avons 3 minutes. Et en fait, il y a l'équipe en fait qui s'occupe de la gestion du temps. Une question? Si vous avez une opportunité, il y a des gens qui travaillent sur les politiques qui sont ici, donc une preuve avec documentation, ce que nous devrions poursuivre comme but. Oh là là, moi en premier, je dois y penser. J'irai au niveau de l'immigration et les mistakes, les erreurs. Et en fait, au niveau du travail permanent, des travailleurs permanents et au niveau de l'immigration, être capable de s'assurer est-ce que nous avons des gens pour travailler, que c'est ouvert, que nous pouvons les accueillir et que cela soit des citoyens. Au niveau de la recommandation, que pourriez-vous dire? Je vais être, c'est dommage, je vais répéter que les compétences doivent être au milieu de nos préoccupations, reconnaître en fait les compétences, le focus sur les compétences, pas sur qui nous avons devant nous, d'où ils viennent, leur expérience, au niveau des compétences et mettre en place un langage commun, je dirais, des compétences. Et c'est important de faire ceci, que tout le monde l'ait, pas juste le gouvernement et les autres. Wendy, je dirais, je ne sais pas quelle moitié de mon argent en fait a été mal utilisé ou perdu, je dirais. Donc, au niveau de la responsabilité, et c'est-à-dire au niveau de l'agenda qui devrait être vu en fait par rapport à comment rendre des comptes et faire ce qui fonctionne et refaire des choses par lesquelles nous pouvons obtenir des résultats, que ce soit au niveau des programmes. Et nous ne pourrions pas avancer si nous n'avions pas les formations, c'est-à-dire nous avons besoin de tout. La formation, la responsabilité, ce que nous pouvons utiliser en termes de technologie, elle peut nous aider pour avoir en fait les évaluations des compétences et nous ne sommes pas là où nous devrions être. Merci. Merci.